Bien, bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire Naper. Donc aujourd'hui, on va parler de rédaction web, de content marketing et d'aspects concernant la qualité. Donc on reparte sur la présentation. Et puis, donc je vous indique un petit peu le programme du jour. Donc après une courte introduction, on va lancer le sujet du jour. On va parler donc des quelques cas où le topical clustering est plus adapté que les cocons sémantiques. On fera au départ des rappels et des définitions sur ces sujets-là, parce que c'est des notions qui sont pas très bien comment dire, définies en général, et donc ça pose problème lorsqu'on en parle. On parlera des faiblesses du concept de cocon sémantique, donc à la demande générale. Les problèmes de qualité que posent les cocons sémantiques et pourquoi justement il faut s'y intéresser. Derrière, on essaiera d'expliquer en quoi il y a vraiment une différence entre la notion que je vous présente aujourd'hui et les topic clusters de HubSpot, qui ne sont pas forcément, je dirais, une méthode que je vous invite à suivre. Enfin, c'est même l'inverse, enfin, je vous recommande de ne pas le faire. Donc, on verra effectivement à quoi ça ressemble et on parlera de l'impact en fait, des méthodes de rédaction utilisées sur deux cas particuliers qui sont les thématiques Your Money, Your Life, sur lesquelles la qualité est absolument essentielle pour rester en tête des résultats, et sur donc, les pages de content marketing destinées à donc, avoir arriver à toucher des internautes cibles dans le cadre d'une stratégie top of the funnel. Voilà. Et puis, je devrais avoir terminé vers 11h40 et ça nous permettra de lancer une bonne session de Q&A. Et normalement, à midi, je pourrai donc mettre fin à ce webinaire qui sera ensuite diffusé sur la chaîne YouTube de Naper. Alors, parlons donc 2 minutes de la société Naper. Alors déjà, donc, nous recrutons, pour information. Alors en ce moment, on recrute côté commercial et côté consultant, des consultants seniors et des consultants juniors. Donc aussi bien pour nos bureaux situés à Levallois-Perret que pour nos bureaux situés à La Rochelle. Donc à bon entendeur, salut. Si vous voulez travailler dans une agence innovante qui travaille avec des comptes très intéressants, avec des problématiques souvent uniques, eh bien, n'hésitez pas. Alors, je vais aller vite sur la présentation du groupe Naper. Donc, ça, c'est une jolie photo de La Rochelle. Nos bureaux sont pas loin des Minimes. Et donc, nos implantations, c'est Levallois-Perret et La Rochelle par rapport à nos recrutements. Alors, le sujet dont on parle aujourd'hui, ça fait partie des sujets qu'on aborde régulièrement sur le blog de l'agence Naper, que vous trouvez donc à l'adresse qui est indiquée ici. Donc, vous pouvez vous inscrire par le formulaire qui figure en page d'accueil. Qu'est-ce qu'on fait dans ce blog? Eh bien, on fait une curation sur les nouvelles importantes pour les sujets de SEO et de search marketing, avec un focus à chaque fois sur qu'est-ce que ça change. Donc, on essaye d'avoir véritablement une approche pragmatique de l'information. On parle également des événements Naper. C'est là où vous pouvez donc avoir l'information sur les prochains événements qu'on va organiser sous forme virtuelle comme aujourd'hui, c'est-à-dire des webinars, ou sous forme de présentiel, de réunions présentielles. On parle également des prochaines formations, puisque dans le groupe, il y a la société Knowwhy, qui est un centre de formation qui permet de former des gens in-house ou d'agences au search marketing, au SEO, mais également sur d'autres sujets de digital marketing. Et puis, il y a l'actu du groupe Naper également qui est évoqué. Et tout ça est résumé dans une newsletter hebdomadaire qui est envoyée tous les mardis midi, auquel donc vous pouvez vous inscrire et vous abonner. Alors, il y a également une chaîne YouTube dans laquelle vous allez retrouver les replays de nos événements, des actus en vidéo et des tutoriaux
il y a de plus en plus de contenu dans ces éléments. Et puis, il y a une actualité que je vous signale au passage. Le 1er juillet, c'est le retour de SearchWhy Paris en présentiel. Donc, c'est la 3e édition en présentiel. La première avait eu lieu à Disneyland Paris, la deuxième donc au Salon de l'Aveyron à Paris-Bercy. Cette fois-ci, c'est au centre Verso, qui est donc en plein cœur de Paris, au coin entre la rue Taitbout et donc la rue de la Victoire. Donc là, c'est très près de Saint-Lazare ou du quartier Opéra. Et donc là, on a encore réuni la crème de la crème des intervenants donc internationaux sur les sujets de search marketing. Donc toujours des gens qui sont choisis parce qu'ils sont tout à fait capables de faire de l'évangélisation efficace sur des sujets pointus. Donc là, ce qu'ils nous ont préparé, c'est un programme très intéressant où à chaque fois, vous allez avoir des infos sur ce qui se fait à la pointe en matière de search marketing. Donc, évidemment, avec des intervenants qui viennent, pour la moitié d'entre eux, de très loin, puisque là, beaucoup de nationalités sont représentées, donc des Espagnols, des Italiens, des Allemands, des Néerlandais, des Irlandais, des Anglais, des Américains, et puis bien sûr, il y a également les meilleurs donc, intervenants français. Donc, intéressez-vous au programme, et je vous invite à vous inscrire très très nombreux à cet événement qui aura lieu donc, le 1er juillet 2022, en présentiel dans un lieu magnifique que on va inaugurer à cette occasion, qui est le centre Verso Victoire. Je pense que ceux qui vont le découvrir vont être étonnés de trouver un endroit aussi moderne, aussi adapté à des conférences mixtes comme celles qu'on prépare, donc à la fois en streaming et donc en présentiel. Et on est ravis de vous faire découvrir ce programme exceptionnel à l'occasion de SearchWhy et un événement qui, j'espère, sera à la hauteur des 2 premiers qui ont eu un gros succès, puisque les 2 premiers ont réuni quand même près de 600 personnes à chaque fois. Bien, alors commençons à rentrer dans le vif du sujet et parlons un petit peu de ces histoires de topical clusters et de cocons sémantiques. Alors, faisons déjà quelques rappels et puis parlons de quelques définitions. Donc, le cocon sémantique, c'est la méthode d'optimisation de maillage interne qui a été popularisée par Laurent Bourrelli et qui lui a donné son nom. On va revenir plus longuement après. Là, l'objectif, c'est de commencer par bien expliquer que les notions dont je parle sont des notions qui sont différentes et qui ne sont pas synonymes. On voit régulièrement les gens dire cocon sémantique et topic cluster, c'est la même chose. Eh bien, ce n'est pas vrai. Et le topical cluster ou le topic cluster version non HubSpot, c'est quelque chose qui existe et qui est aussi non synonyme de topic cluster. Donc, un topic cluster, c'est une méthode de rédaction web qui a été popularisée par HubSpot, qui a été présentée comme nouvelle, mais qui en réalité ne l'était pas. Le topical cluster, c'est une méthode de rédaction web qui, elle, est populaire chez les rédacteurs web anglo-saxons, qu'ils appellent également topic cluster, ce qui crée une confusion par rapport à ce qu'a présenté HubSpot. Parce que dans la pratique, il y a des différences, on va le voir, entre la méthode de HubSpot et ce que les rédacteurs web appellent topical cluster et topic cluster. Il faudra vraiment, j'espère, à la fin de cette conférence, bien faire la différence entre les deux. Donc, les 3 notions ne sont absolument pas synonymes. Alors, une autre notion avec laquelle on dit souvent que les cocons sémantiques sont synonymes, c'est le siloing. Alors, c'est en fait, encore une fois, pas tout à fait vrai. Le siloing, c'est une méthode qui a été popularisée par l'américain Bruce Clay, qui a une grosse agence qui s'appelle Bruce Clay Inc., qui est l'une des plus grosses agences américaines. C'est une méthode qu'il a définie il y a déjà une vingtaine d'années, c'est très très ancien. Ça part du constat que certains sites regroupent
les pages par type de document et non par proximité de sujet, ou que d'autres parlent de sujets très éloignés, avec des univers abordés, traités, qui sont très éloignés les uns des autres, et qui utilisent des méga menus pour arriver à créer une navigation entre tous ces contenus. Alors, la conséquence de tout ça, c'est que le constat de Bruce-Clay, c'est que les pages contiennent beaucoup de liens sortants dont les textes d'encre sont majoritairement associés à des thématiques éloignées. Et donc, ça veut dire que si je regarde les mots-clés qui figurent sur la page, eh bien, j'ai des mots-clés qui sont liés au sujet dont parle la page, mais aussi beaucoup de mots-clés qui sont dus à la présence de ces liens externes, dont les encres contiennent des mots-clés qui ont créé des univers qui ne sont pas celui de la page. Donc, la méthode proposée par Bruce-Clay pour éliminer cet inconvénient, c'est de regrouper les pages par thématique, de manière à ce que les pages fassent surtout des liens vers des pages qui appartiennent au même univers lexical, au même univers sémantique. Et donc, ça permet d'éviter la présence de liens trop nombreux pointant vers des univers différents. Alors, ça élimine un défaut, pour information, qui est un vrai défaut, mais contrairement à des approches comme le cocon sémantique ou donc les topical clusters, on n'est pas sur une idée de créer du contenu spécialement pour avoir une meilleure visibilité en SEO, une meilleure... Voilà, c'est plus la simple correction d'un problème qui est inhérent à l'architecture de liens, à l'arborescence de liens de certains sites. Et donc, ça permet surtout d'éviter de perdre des positions pour des problèmes de ce genre-là, que réellement pour gagner de la visibilité avec du contenu. Donc là, c'est quelque chose qui est curatif, pas préventif, et donc dont l'efficacité est assez discutable, surtout qu'avec le temps, les moteurs ont appris à faire la différence entre les portions de la page qui sont spécifiques à la page elle-même et tout ce qui a trait à ce qu'on appelle dans le jargon des boilerplates, c'est-à-dire des blocs de navigation, le footer, le header, la colonne de gauche, la colonne de droite, qui contiennent des liens qui sont répétés sur un grand nombre de pages. Donc voilà, donc là, ça, le siloing, c'est quelque chose qui est utile, mais qui est pas quelque chose qui permet d'avoir éventuellement des gains très, très impressionnants en matière de ranking et en matière de captation de trafic SEO. Alors, dans les rappels importants, il faut revenir, donc pour bien comprendre ce qu'on va expliquer après, à quelques fondamentaux, notamment sur le fonctionnement du cœur de l'algorithme. Donc, dans le cœur de l'algorithme, on a des scores qui sont dépendants de la requête, et dont l'objectif est d'identifier les pages les plus pertinentes comme réponse à cette requête. Alors, quand on fait donc un outil de type moteur de recherche grand public et que l'on a cette volonté de trouver les pages les plus pertinentes, on utilise des critères, comme par exemple la similarité cosinus, qui permettent d'identifier des bons candidats comme pages pertinentes. Par contre, les scores obtenus sont souvent très très proches, parce que sur certains types de requêtes, on a des millions, des dizaines de millions, des centaines de millions de pages qui sont des pages qui peuvent être potentiellement des réponses à une requête donnée. Et en tête, ce que l'on a, c'est des pages dont les scores sont quasiment identiques. Donc, entre le premier résultat et le centième résultat, on a pratiquement le même score de pertinence. Donc, derrière, on ajoute, pour améliorer la pertinence perçue par les internautes, d'autres critères qui sont des critères indépendants de la requête, donc par exemple les critères de popularité, alias le PageRank, les critères d'autorité, de trust, et puis éventuellement l'aspect topicalité, c'est-à-dire le fait qu'il y ait bien une relation entre le sujet dont parle le site et
donc le type de requête que l'on veut faire. Alors là, on est sur des critères, sur ces critères indépendants des requêtes qui ont beaucoup moins de poids, qui sont beaucoup moins élevés que les signaux dépendants de la requête. Donc voilà. Mais c'est absolument clé, ces signaux, sur des requêtes concurrentielles. Alors, ce qu'il faut comprendre aussi, donc pour discuter de qu'est-ce qui est adapté aujourd'hui en 2022 à l'algorithme de Google, c'est l'existence, la coexistence dans l'algorithme de multiples couches, parce que, en fait, quand Google améliore, optimise son algorithme, en général, il ne change pas une couche ancienne par une nouvelle couche, il empile les couches. Et donc, aujourd'hui, dans les pages de résultats sur une requête donnée, on a potentiellement des résultats qui ont été sélectionnés par différents morceaux de son algorithme, donc sans qu'il y en ait un seul qui fabrique l'intégralité de la page de résultats. Donc, la couche la plus basse qui existe depuis les débuts de Google, c'est le système le plus classique dans lequel les scores dépendant de la requête, les scores de similarité, s'appuient sur la similarité cosinus à partir d'entrées de mots-clés. Donc là, on est sur une première couche qui continue de fonctionner et qui continue à fournir l'essentiel des résultats que l'on trouve dans les pages de résultats. Il y a une deuxième couche qui a été apportée quelques années après, qui permet de gérer l'aspect intention, la reconnaissance de l'intention de recherche, qui permet de réagir sur la reconnaissance de tout ce qui est entité nommée, et donc tout ce qui est traitement d'effets des entités nommées et des relations entre les entités. Et puis, à ceci, c'est rajouté à partir de 2012-2013, avec Hummingbird en particulier, l'indexation des concepts qui permet de créer des pages de résultats adaptées à des questions posées en langage naturel. Donc ça, c'est une évolution qui a été rendue indispensable par l'arrivée de la recherche vocale, par exemple sur les smartphones. Et depuis quelques années, on a donc une nouvelle couche qui est une couche beaucoup plus sophistiquée d'un point de vue de l'utilisation de ce que l'on sait faire maintenant en matière de traitement automatisé du langage naturel. C'est la couche d'intelligence artificielle dont la première application a été RangBrain et qui aujourd'hui est également caractérisée par ce que permet l'algorithme BERT et puis tout ce qui est modèle de langue pré-entraîné comme maintenant ce qu'on sait faire avec le successeur de BERT, enfin disons que l'approche complémentaire de BERT qui est MUM. Alors, donc là-dessus, beaucoup de choses qu'on va évoquer fonctionnent à cause de l'importance dans l'algorithme de Google des textes d'encre. Il s'avère que Google ne peut pas arriver à faire un algorithme qui fonctionne bien sans donner un poids très important aux mots-clés, aux textes qui figurent dans les liens cliquables. Donc, le texte d'encre, c'est ce que vous avez ici avec Click Here. Ce n'est pas du tout une encre optimisée, hein, Click Here. Mais ces 1000 textes descriptifs ont un format et un contenu qui est proche des requêtes par mots-clés. Et donc ça, c'est très, très intéressant parce que ça permet d'améliorer notamment la pertinence de ce que l'on obtient avec des algorithmes de calcul de similarité entre requêtes et documents de type similarité cosinus. Donc, si vous utilisez une autre méthode, eh bien, vous allez avoir du mal à identifier sur un site web quel est le meilleur résultat. Là, ce que l'on va avoir avec cet outil, c'est la possibilité de comprendre en réalité qu'il y a bien une forte similarité entre un document et une requête, puisque dans les textes d'encre et dans les requêtes, on va utiliser
le même type de lexique, le même type de mots, donc dans les deux cas. Du coup, Google, pour arriver à faire tourner ça, donne un poids élevé au texte d'encre, et c'est ce qui explique le succès des Google Bombings. Faire un Google Bombing, ça consiste à demander à une trentaine de ses amis de faire un lien, en général les gens qui ont été victimes de ça, c'est les hommes politiques, de faire un lien vers une page, comme par exemple la page de la Maison-Blanche qui présentait George Bush Jr., et avec un texte d'encre qui était Miserable Failure. Alors, tous les hommes politiques y ont droit, hein, François Hollande a eu droit à Flamby, donc Nicolas Sarkozy a eu droit à Qu'à soit pauvre con. Donc ces trucs-là permettent de faire sortir la page qui présente le président sur le site de la présidence de la République, et bien sur des requêtes qui ne sont absolument pas mentionnées, dont les mots-clés ne sont absolument pas mentionnés sur les pages en question. Donc dès qu'on joue avec les textes d'encre, on optimise un élément clé pour l'algo. Et ça, c'est ce qui explique en partie pourquoi ça marche dans un cocon sémantique, dans un hypermesh qui sont des optimisations automatisées qu'on fait sur les gros sites, dans un topic cluster où la raison pour laquelle Google ne veut pas que vous utilisiez des encres exactes sur un lien HTML ou manip. C'est quelque chose qui est extrêmement efficace pour arriver à faire remonter une page sur un terme donné. Donc, une grande partie de l'explication de l'efficacité de ce qu'on va décrire après, c'est donc le rôle que jouent les textes d'encre dans cette histoire-là. Alors, il faut quand même qu'on parle un petit peu des faiblesses du concept de cocon sémantique pour expliquer pourquoi, dans certains cas, eh bien, il y a d'autres approches qui peuvent être un petit peu plus solides pour faire du contenu qui va performer aux yeux de Google. Alors, les principales faiblesses, c'est le fait qu'on est en train de manipuler un concept flou. Alors déjà, quand on cherche véritablement à se documenter sur le sujet, on va se rendre compte qu'aujourd'hui, en 2022, il existe plein de définitions différentes de ce que c'est un cocon sémantique et de comment est-ce qu'on fait ça. En particulier, la manière dont Laurent décrit le cocon sémantique a beaucoup évolué entre son explication du début et ce qu'il explique maintenant. Ce qu'il explique maintenant, ça ressemble beaucoup à ce que je vais vous montrer après sur les topical clusters. Ensuite, déjà, le problème, c'est que quand on regarde un petit peu la manière dont on présente les choses, on manipule beaucoup de concepts flous. Déjà, le mot sémantique. Donc, le mot sémantique est censé parler de sens. Là, soyons clairs, on n'est pas véritablement en train de parler de sens dans ces constructions de cocon sémantique. On est plutôt en train de parler de l'aspect lexico, de l'aspect mot-clé. Mais ça, c'est une critique générale qu'on peut faire à tout le jargon des SEO en France, qui ont du mal à éviter le mot sémantique et ce que ça sous-tend, c'est-à-dire une relation au sens. Dans plein d'expressions, enfin un audit sémantique, je suis désolé, c'est effectivement plutôt la découverte des mots-clés intéressants que réellement un audit de sens. Donc il faut se méfier, il faut prendre l'habitude, quand on travaille en SEO, d'utiliser les termes les plus appropriés à chaque fois. Même chose côté flou, c'est ce qui provoque en fait des cocons sémantiques qui peuvent être très différents d'une personne à l'autre. C'est de savoir quelle granularité va être travaillée pour créer des cocons. Quel niveau de détail doit traiter un cocon? Combien de mots-clés doit comporter un cocon? Quelle doit être la proximité idéale entre les mots-clés des cocons? Est-ce qu'on doit travailler sur des synonymes, des termes apparentés, etc. Tout ça, finalement, souvent perçu de manière assez floue par les praticiens. Et dans la pratique, on arrive à des cocons produits qui sont assez différents les uns des autres. Alors après, quand on va sur d'autres concepts apparentés, comme les gens qui travaillent sur les métamots, on a le même problème de définition. À partir du moment où on dit qu'un métamot, c'est une lexie, ce n'est pas exactement un métamot.
Une indexie en grammaire, c'est une unité lexicale plus qui comporte soit des mots, des termes isolés ou des locutions. Voilà, mais le concept de métamot qui est utilisé n'est pas exactement une indexie. Il faut utiliser les termes consacrés et éviter d'en inventer. C'est comme ça qu'on crée du jargon qui n'est plus compris par la communauté. Ensuite, on a un syllogisme. Les moteurs de recherche, nous dit-on, donnent un meilleur score de pertinence aux pages qui sont maillées avec des pages sur la même thématique. Donc, le cocon sémantique, c'est bon pour le référencement. Alors, je vous laisse chercher l'erreur de raisonnement. On pourra en débattre dans les questions-réponses. Alors déjà, est-il vrai que les moteurs de recherche donnent un meilleur score de pertinence aux pages qui sont maillées avec des pages sur la même thématique? Ça, c'est un débat qu'on peut avoir. Et le fait que le cocon sémantique permette d'améliorer les scores parce que c'est fait par construction, là aussi, il y a une étape qui a été zappée, qui est est-ce que la manière dont on fait des cocons permet toujours de créer un signal qui va être perçu par l'algorithme de classement de Google, un signal de meilleure qualité ou un signal de meilleure pertinence. Voilà. Bon, donc là, on a en réalité une approche qui permet plus de détecter des pages non légitimes, qui sont toujours en liaison avec d'autres critères. Ça, par contre, on ne fait pas d'analyse de qualité chez Google sans regarder plein de critères à la fois pour identifier les pages non légitimes, hein. Donc, ça ne fait pas partie d'un seul critère étudié, mais c'est des résultats qui sont obtenus en examinant plein de critères à la fois, avec du machine learning, hein. Mais par contre, le rôle utile dans une fonction d'évaluation de la pertinence, ça, c'est quelque chose qui doit être débattu. Parce que là, il y a souvent des articles qui sont publiés par des gens qui cherchent à expliquer pourquoi le cocon, ça marche, qui se basent sur des fondements scientifiques qui sont en réalité assez fragiles. Quand on regarde la littérature scientifique, eh bien, on s'aperçoit que cette idée de s'appuyer sur les pages adjacentes, les pages proches, pour déterminer la pertinence d'une page donnée, il y a des gens qui ont essayé, et les conclusions sont plutôt pas bonnes. Les résultats sont plutôt pas terribles. Généralement, les gens s'arrêtent plutôt à l'évaluation de la thématique d'un host que d'un petit sous-groupe de pages. Et on est vraiment sur des approches de type qualité, comme on vient de l'évoquer. Ensuite, on fait souvent allusion au Topic Sensitive PageRank comme étant l'explication du fonctionnement du cocon sémantique. Pourquoi est-ce que c'est censé marcher? Alors ça, je n'ai jamais compris. Le papier en question, je l'avais déjà commenté en 2003 quand il était sorti sur un forum que certains, parmi les plus anciens d'entre vous, ont bien connu, qui s'appelait Webmaster Hub. La publication n'est plus en ligne, mais je vais en profiter pour la remettre en ligne dans quelques jours. Eh bien, le TSPR chez Google, il a été imaginé, non pas pour créer un score de pertinence, mais pour faciliter la personnalisation des pages. Et quand on étudie tout ce qui a été fait après sur ce sujet-là, eh bien, à chaque fois, l'objectif, ça n'était pas de créer un outil permettant de créer un score de pertinence utilisé dans l'algorithme de classement, mais la personnalisation. Autre caractéristique de ces approches, elles sont toutes extrêmement macro. Donc, dans le premier article, on était sur quelques dizaines de thématiques manipulées. Donc là, on est sur quelque chose qui est assez différent de ce que l'on voit habituellement comme interprétation du Topic Sensitive PageRank.
Pourtant, vous allez me dire, ça marche. Alors oui, alors donc, par contre, ce qui est bien quand les choses marchent, c'est d'arriver à trouver pour quelle raison, quelle bonne raison ça marche. Parce que sinon, l'homéopathie, ça marche aussi, mais ça marche pour d'autres raisons que celles invoquées par les homéopathes. Donc la raison pour laquelle ça marche, c'est l'effet placebo. Eh bien, là, je ne parle pas d'effet placebo pour l'effet cocon sémantique, hein. Je dis que ça peut marcher évidemment, parce qu'il y a d'autres choses qui sont à l'œuvre derrière que le TSPR ou donc un soi-disant critère utilisé par Google pour donc améliorer son algorithme de classement. On a l'importance des textes d'encre, comme on l'a évoqué tout à l'heure, qui suffit déjà à expliquer dans beaucoup de cas pourquoi certaines pages ont des bons résultats. Et puis, quoi qu'il arrive, créer des pages qui constituent des pages d'atterrissage pertinentes sur une requête donnée, c'est toujours une bonne idée. C'est toujours une bonne idée. Donc, voilà. Le problème que je vais évoquer aujourd'hui, c'est que quand on fait ça, il faut faire attention à la qualité de ce qu'on fait, au problème de recouvrement entre les contenus, à la cannibalisation entre articles, et c'est ce point-là sur lequel je veux vous sensibiliser. Alors, quels sont les problèmes de qualité que pose le cocon sémantique? Bon, alors déjà, quelques rappels sur la qualité du contenu et la qualité vue par Google. Alors, il y a 3 défauts quand on rédige du contenu qu'il faut éviter absolument. Donc là, c'est les copywriters américains, ils ont inventé 3 concepts qui sont très, très opérationnels dans ces cas-là. C'est le concept fluff content. Alors, le fluff content, c'est du contenu ajouté pour remplir une page, mais qui ne répond pas aux besoins de l'internaute dans le contexte de la page. Bon. Donc là, en clair, vous avez fabriqué une page qui est censée donner les adresses des plombiers dans une région donnée. Et vous allez demander à un rédacteur web de vous faire une page sur les plombiers à Bécon-les-Bruyères. Et il va vous faire une page sur Bécon-les-Bruyères, dans lequel il va parler d'un côté de la profession de plombier, de l'autre côté de Bécon-les-Bruyères. Et ça, c'est du fluff content parce qu'en réalité, c'est du contenu qui n'est pas spécialement pertinent par rapport à l'objectif de la page en question. Et ça, c'est un piège dans lequel beaucoup de rédacteurs web tombent quand on leur demande de faire les pieds au mur et donc de créer des contenus qui sont adaptés à des contextes dans lesquels il n'y a pas grand-chose à raconter. Ensuite, il y a le filler content, c'est-à-dire tout ce qui est stratégie de délayage. Alors ça arrive fréquemment quand on demande à un rédacteur web de faire un texte d'une longueur minimale. On arrive à du délayage avec des subordonnées inutiles, un ratio information par rapport au nombre de mots faibles, et on reconnaît les contenus experts, notamment par la densité d'informations qu'ils contiennent. Donc, c'est-à-dire une forte fréquence d'entités nommées, donc des dates, des noms de personnes, de sociétés, des adresses, des chiffres, plein d'informations sur les circonstances également. Et quand on rapporte le nombre de ces entités nommées sur le nombre de mots total, on a un ratio qui va être important. Et ensuite, le dernier défaut qu'on constate, c'est le shallow content, c'est-à-dire le fait de créer des contenus superficiels dans lesquels un expert ne trouve aucune information utile. C'est ce que j'appelle le syndrome du pigiste de 20 minutes. Quand on lui demande de traiter un sujet technique, il va avoir du mal à utiliser les bons termes, à traiter le sujet sur le fond, et vous allez avoir un shallow content à chaque fois. Donc ça, le problème qu'on peut avoir avec des cocons sémantiques faits trop rapidement, avec trop de contraintes, avec pas de vrai contrôle qualité à la fin, c'est de réunir ces 3 défauts. Du fluff content par-ci, du filler content par-là, et à la fin, un contenu qui va être shallow. Et là, on va voir après que dès qu'on attaque un contexte genre thématique Your Money, Your Life, eh bien, c'est très, très dangereux d'avoir ces défauts-là. Alors, bien sûr, l'aspect qualité que doit avoir un contenu, ça répond à la logique EAT, HIT. Donc,
l'évaluation de l'expertise, de l'autorité et du trust qu'on peut avoir concernant les pages. Alors ça, c'est donc une version qui constitue l'approche des Quality Raters qu'on trouve dans le guide des Quality Raters. Ce n'est pas exactement comme ça que Google utilise cette notion pour évaluer la qualité des pages. Mais en fait, ça sert les résultats des Quality Raters à entraîner par exemple des algos de machine learning qui permettent à Google de faire des scorings de qualité identiques sur non pas l'échantillon qu'a travaillé les Quality Raters, mais une très grande quantité de pages. Donc ça, c'est extrêmement important de faire attention à créer des pages dont l'expertise, l'autorité, le trust sont les plus élevés possibles. Alors, j'ai mis là, donc vous le retrouverez dans le support qui sera publié également sur mon SlideShare. Les critères qui sont réellement utilisés dans le guide des Quality Raters. Donc là, c'est important. Donc, n'hésitez pas à relire régulièrement ces informations. Parce que l'une des caractéristiques de la qualité vue par Google, c'est qu'elle se révèle finalement assez différente de votre perception, de votre vision de ce qu'est une page de qualité, vous, en tant que propriétaire de site, en tant que rédacteur pour un site. Donc là, dans certains cas, il faut prendre un autre angle de vue qui est celui de Google pour bien comprendre en fait ce qui est attendu par le moteur de recherche. C'est parfois très différent. Même chose pour arriver à identifier ce qu'est une page de mauvaise qualité. Donc, je vous laisserai prendre connaissance de ces critères-là. Donc, c'est hyper important de réfléchir quand vous créez des contenus sur ces critères. Alors, une des raisons pour lesquelles l'approche doit être faite de la bonne façon, c'est qu'il y a également dans la réflexion sur la qualité chez Google une notion qui est le needs met. Est-ce qu'une page est utile? Est-ce qu'elle répond aux besoins d'un internaute dans le contexte de sa requête? Ça, c'est absolument essentiel. Et donc si vous voulez avoir des contenus qui ont des performances durables, il faut impérativement prendre en compte cette notion de needs met, de capacité de répondre aux besoins de l'internaute. Alors n'oubliez pas les autres critères qui perturbent l'expérience de recherche. Évidemment, donc, il y a des critères qui sont plus des critères techniques et qui peuvent très très bien être considérés par Google comme des signes de mauvaise qualité de contenu et vous empêcher d'atteindre la tête des résultats sur des requêtes concurrentielles. Alors, cette notion de qualité, elle est holistique, au sens où ce n'est pas un détail qui est pris en compte à chaque fois, c'est la présence ou l'absence d'un certain nombre de détails qui finit par donner le score de qualité tel qu'il est évalué par l'algorithme de Google. Donc là, l'objectif, c'est finalement, lorsqu'on cherche à créer des contenus, de fournir la meilleure réponse possible. Donc là, c'est un peu différent de la logique de dire je vais essayer de créer la page la plus optimisée sur un mot-clé. Et c'est ce glissement qui doit être géré. Alors, quel problème on a avec le concours sémantique si on n'y prend pas garde? C'est qu'on a souvent beaucoup de pages à créer sur de nombreux mots-clés, avec un risque de fort contenu shallow, filler ou fluff. Il y a le risque également de recouvrement entre articles, c'est-à-dire que quand on crée des pages sur beaucoup de contenus différents, parfois en fait on n'y arrive pas, c'est-à-dire qu'il y a un recouvrement, on crée des quasi-doublons, ou des pages qui se concurrencent entre elles en tant que réponse à des requêtes proches. Et donc là, on a quelque chose qui devient sous-optimal et donc moins efficace.
Donc, il y a une possibilité même de dilution du PageRank entre pages sur des requêtes concurrentielles. Ce n'est pas du tout ce que vous cherchez à faire en essayant de créer des pages optimisées pour le SEO. Et le problème, c'est parfois le volume de contenu qui peut être important à créer et qui peut vous amener à privilégier la quantité sur la qualité. Donc, et à la fin, on a potentiellement beaucoup de cocons sémantiques qui présentent des problèmes de qualité. Donc là, c'est le point d'attention, parce que dans certains contextes, si vous avez finalement créé un paquet de pages dont la qualité aux yeux de Google ne va pas être donc à la hauteur, eh bien, vous avez un risque de vous être tiré une balle dans le pied et de vous empêcher, au contraire, d'atteindre les résultats que vous voulez obtenir. Bien, alors, du coup, ce qui nous amène à parler d'une autre approche. Vous allez voir que les points communs sont évidents. Il y a juste un petit glissement dans les objectifs. Et que c'est là que se cache la possibilité d'avoir quelque chose d'un petit peu plus optimal à la fin. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'on parlait tout à l'heure du fait que dans la manière de faire des cocons sémantiques, il y a plein de méthodes différentes finalement. Et donc certains font de ce que je vais appeler le topical cluster tout à l'heure, sans le savoir en fait, en appelant ça cocon sémantique. Moi, ça me va, hein, donc l'important, c'est que les gens comprennent bien quelle est la bonne approche à suivre pour avoir les meilleurs résultats possibles. Alors déjà, je vais tordre le cou d'une légende, c'est le fait que HubSpot a inventé le concept. Franchement, ils sont très, très forts en marketing, HubSpot. Ils ont déjà fait le même coup pour l'inbound marketing. Sachez que l'inbound marketing, même si c'est HubSpot qui a trouvé ce nom-là, c'est juste une ressucée de ce qu'on appelait dans les années 90 le push-pull marketing. Et puis également ce qu'on appelait dans les années 2000 chez Seth Godin le permission marketing et l'interruption marketing. Voilà, donc on a réhabillé un concept. Mais donc, lorsque je lis sur des articles de HubSpot qu'ils ont révolutionné le SEO avec cette méthode-là, je me dis quand même que là, on frise l'arrogance et surtout quand on présente une méthode qui est finalement pas rendre service justement aux gens qui vont l'utiliser. On a quelque chose dont la présentation est finalement souvent aussi floue que le concours sémantique et qui conduit à s'éloigner des bonnes pratiques de rédaction web. Donc ça, je ne suis pas pour, parce que c'est encore une méthode centrée sur les mots-clés et qui aboutit donc au même problème que ce que je viens de dénoncer là sur certains cocons sémantiques. Et donc, ne suivez pas la méthode de HubSpot, ce n'est pas du tout la bonne approche. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'ils n'ont pas compris donc, ce que faisaient les rédacteurs web sur lesquels ils ont pompé l'idée et la méthode. Et c'est un petit peu dommage, parce qu'à la limite, ils auraient pu très très bien s'approprier le concept et bien le restituer, mais ce n'est pas ce qu'ils ont fait. Donc, c'est vraiment pas un service rendu à la communauté. Alors, ce qu'on appelle normalement le topic cluster, parce qu'il y a des gens qui appellent ça aussi topic cluster, comme HubSpot ou le topical cluster, eh bien, c'est une méthode plus journalistique qui est employée de manière pragmatique parce qu'elle donne de bons résultats en SEO. Donc, le principe, c'est de créer une rubrique qui est composée de plusieurs articles qui traitent un sujet en donnant des informations complémentaires sur le sujet afin de couvrir les principales questions que se posent les internautes. Donc là, on n'est plus dans la création d'un groupe de pages uniquement pour des motifs SEO, on est sur une logique de création d'un dossier pour traiter d'une thématique. Donc voilà, donc là, l'approche est déjà un petit peu plus éditoriale dans sa manière d'aborder le sujet. Donc, la manière de sélectionner les contenus va être aussi faite sur des critères qui sont un petit peu différents que la logique de mots-clés. Là, on a abordé dans cette définition la notion de question. Et ça, c'est absolument essentiel. Donc là, vous avez un exemple à droite de à quoi ça ressemble, donc un topical cluster. Donc, on a besoin de parler du sujet d'endométriose. Eh bien, il y a une question principale qui est comprendre l'endométriose dans cette histoire-là. Dans la pratique, on crée une page pilier, qui est la page d'entrée du dossier éditorial. Alors, c'est quoi cette page pilier?
Alors, c'est en fait la page qui répond à la question la plus communément posée par les internautes. Donc, ça sous-entend que là, quand on crée ce genre de rubrique, on commence par réfléchir non pas exactement à des mots-clés, mais on part des personas et on se dit, ces gens-là, quels sont les questionnements qu'ils ont? Et du coup, comment est-ce que je fais pour répondre, créer des bonnes réponses, des pages qui constituent des contenus pertinents en réponse aux questions des internautes? Et alors, évidemment, on va sur une thématique donnée, trouver d'autres pages qui vont répondre à des questions connexes, mais secondaires, qui vont être appelées des pages support. Alors, des pages support, c'est des pages qui appartiennent à la même rubrique, au même dossier, et qui peuvent servir en plus sur les gros clusters à accumuler du PageRank sur les pages piliers, ce qui ne gâte rien, ça donne encore une petite chance en plus de se positionner mieux sur des requêtes concurrentielles. Donc voilà. Donc, du coup, quand on parle de questionnement, de quoi on parle? Là, vous avez un exemple avec une rubrique sur l'assurance vie. Voilà. Et donc là, la question parmi toutes celles-là, c'est d'identifier celle qui est la plus, la plus à même de répondre à la question la plus posée par les internautes pour la transformer en page pilier. Alors, comme c'est indiqué ici, sur les pages piliers, on sert aussi de cette page pilier pour créer des introductions vers les pages support. Et ça permet de créer souvent 2 niveaux de lecture. Donc, si quelqu'un a envie d'avoir une information un peu générale sur un sujet, il va rentrer sur la page pilier et avoir un article qui couvrira l'ensemble des sujets. S'il veut s'intéresser à des questionnements plus précis, eh bien, il y a des entrées dans la page pilier qui permettent d'arriver sur d'autres pages du même dossier et qui donnent des réponses à ces questions plus précises. Donc voilà. Alors, en matière de maillage, eh bien, les articles support comportent des liens vers la page pilier et tous les articles du dossier font des liens vers d'autres articles du dossier. Alors, ça peut être systématique ou pas, suivant la taille et la structure du dossier. Voilà, donc ça, c'est un maillage typique de Topical Cluster. Alors, du coup, comment est-ce qu'on choisit les contenus à rédiger? Donc, eh bien, on n'utilise pas les pages sur un mot-clé précis. On cherche à créer la meilleure réponse possible à une question des internautes. Donc voilà. Alors après, ça n'empêche pas qu'on puisse optimiser ces pages sur des mots-clés. Mais ça se fait après. On crée d'abord la meilleure réponse possible sur le plan éditorial, avec un contenu qui est fait en essayant de respecter des critères de qualité. Et puis ensuite, on peut effectivement utiliser tout ce qui est optimisation on-page, le title, les textes d'encre, le corps du texte, pour s'assurer que la page est par ailleurs optimisée pour différents mots-clés. Alors, quand c'est bien fait, on s'aperçoit que généralement, le travail d'optimisation qui reste à faire est assez light. Donc, voilà. Donc, ça veut dire parfois rajouter dans le title la version d'une expression qui est peut-être plus utilisée par les internautes parce qu'elle est plus familière que celle qui va être mise sur l'article, parce que si on veut que l'article apparaisse comme un article avec une forte expertise, eh bien, on va plutôt, dans ce cas-là, utiliser un terme qui sera le terme consacré pour la profession et pas celui qu'utilisent les internautes. Donc ça, OK. Donc ça, c'est quelque chose qui est fait après la création des pages piliers et des pages support. On peut optimiser les pages pour répondre à certains mots-clés. Alors, quels sont les avantages de cette méthode? Donc, ça permet d'avoir une meilleure réflexion sur les contenus utiles à créer. Donc, on a un glissement de traiter un mot-clé vers traiter un sujet en créant les pages qui répondent de manière pertinente aux questionnements des internautes. Et ça permet d'adapter cette approche aux couches récentes de l'algo, notamment les couches d'indexation des concepts. Donc, Hummingbird, c'est déjà 2013. C'est l'architecture de Google qui permet de comprendre une question en langage naturel et de renvoyer une page qui est une bonne réponse sur un sujet comme ça.
ça passe par l'indexation des concepts. Donc, il faut que vous ayez des pages qui soient étiquetables avec le bon concept. Et ce type d'approche permet d'avoir de meilleures chances d'être correctement étiqueté. Donc, il y a l'aspect topic relevance. Donc là, c'est la couche de qualité. Avec BERT, on a parlé de passage ranking. Ça marche mieux quand on a fait ce genre de structure. Ça permet également de pouvoir travailler la qualité, puisque là, on a créé un dossier éditorial qui apparaît un peu comme classique, quelque part, avec une logique qui apparaît comme plus naturelle pour les journalistes également. Ça permet par exemple aussi d'avoir des articles et des rubriques à 2 niveaux de lecture. On parlait tout à l'heure de la page pilier, qui est un premier niveau de lecture un peu généraliste, hein, et des pages support qui peuvent être plus spécialistes. On peut avoir du coup une approche qui permettra de vulgariser des sujets techniques. Et ça, dans le cas des pages email, c'est hyper important. Alors, c'est une approche qui est également plus efficiente parce qu'on s'aperçoit assez facilement du nombre, en réalité, de contenus qu'il faut créer pour traiter une thématique. Parfois, une seule page pilier suffit. Et dans ce cas-là, donc une seule page est créée. Et si on a besoin de créer 3 pages, on crée 3 pages. On ne crée pas 25 parce qu'on a envie de créer 25 pages. Donc, on ne crée pas des dizaines de pages pour rien parce que, soi-disant, c'est comme ça qu'on fait avec un cocon sémantique. Donc là, c'est un vrai travail qui permet d'avoir une meilleure identification des pages réellement nécessaires pour traiter un sujet. Alors, dans quel cas les topical clusters sont plus efficaces? Eh bien, il y a un cas où c'est évident, c'est les pages Your Money, Your Life. Ce sont des pages qui font l'objet d'une attention renforcée chez Google. Alors, c'est quelle thématique? Eh bien, c'est les pages destinées à une transaction. Tout ce qui est traitement de l'achat en ligne, de paiement de factures, transfert d'argent. C'est tout ce qui est page d'information sur les transactions financières. Donc, si vous êtes allé sur un site pour vous aider à remplir votre déclaration de revenus ces derniers jours, eh bien, c'est un site qui traite de sujets email. C'est les pages d'information sur les questions de santé. Alors là, avec le Covid, je peux vous assurer que Google a apporté une attention extrêmement forte sur les pages d'information sur les questions de santé, et il y a eu un gros ménage. Même chose sur les questions juridiques, et d'une manière générale, tout ce qui donne des informations sensibles pouvant impacter les finances ou l'intégrité physique des utilisateurs. Et donc là, quand on est en train de travailler sur des contenus comme ça, sur un site email, voilà ce que ça donne. Donc là, c'est un cas typique qu'on a eu à traiter, dans lequel un site s'est lancé sur une thématique de santé, avec au départ des cocons sémantiques faits de manière naturelle, avec des problèmes de qualité. Et bien là, voilà ce que ça a donné au début, ça avait l'air de marcher. Et puis, plouf, Broadcore Update de juin 2021. OK, super. Donc, chute évidemment de visibilité, arrêt de la croissance. On a complètement changé la philosophie du contenu, avec un focus sur la qualité, sur la création de topical clusters à partir des articles déjà existants et la création de topical clusters nouveaux. Et tout de suite, donc, on a eu une amélioration dans les semaines qui ont suivi des classements. Et là, vous voyez l'impact de la dernière Broadcore Update d'il y a quelques jours. Je trouve que c'est édifiant. C'est clairement édifiant. Donc, des cas comme ça, j'en connais pas mal. Donc là, si vous êtes sur un dossier email, faites très, très attention à ces aspects de qualité et travaillez plutôt avec l'approche de Topical Cluster, qui est liée au questionnement des internautes et à la création des réponses à ces questionnements. Donc, glissez vers cette approche-là plutôt que de vous concentrer sur l'aspect mot-clé en restant sur la manière habituelle de faire des cocons sémantiques. Donc voilà, donc je vous ai rappelé ici les guidelines de qualité pour les sites email. Vous retrouverez ça sur le support. Je vais avancer sur le deuxième exemple. C'est tout ce qui est stratégie top of the funnel. Donc là, je rappelle des concepts, top of the funnel, middle of the funnel, bottom of the funnel. Donc, lorsqu'on fait du content marketing, généralement, on cherche à taper sur des phases de maturation des recherches des internautes dans lesquelles on cherche à toucher des gens
qui ne connaissent pas un produit, un service, une marque, ou qui ont besoin de trouver des renseignements pour savoir vers qui ils vont se tourner pour acheter un produit ou un service. Donc voilà, c'est ce qu'on cherche à faire en content marketing. Pour avoir une stratégie efficace en content marketing, on va chercher à générer du contenu qualifié. Donc pour ça, il faut toucher la bonne cible, hein. C'est ça qu'on cherche à faire en parlant de contenu qualifié. On veut créer des conversions ou des leads, créer aussi de la rétention et des repeats pour avoir à la fin un bon retour sur investissement sur les efforts de création de contenu. Voilà. Et en matière de contenu, ça oblige à travailler la pertinence des pages d'atterrissage par rapport au questionnement des internautes et l'efficacité des pages pour générer des conversions. Donc là, pour ça, eh bien, l'approche Topic Cluster est tout de suite plus appropriée parce qu'on va pouvoir la rendre compatible avec la réflexion sur des aspects de conversion, du UX et surtout la création de contenu adapté à cette notion de ciblage donc en content marketing. Donc voilà, par contre, c'est des sujets sur lesquels, quand on cherche à le faire avec un cocon sémantique, eh bien, ça rend les choses plus compliquées parce qu'on risque de récupérer des contenus qui ne sont pas tout à fait capables de faire autre chose que de capter du trafic. Donc là, c'est le reproche que l'on peut faire à certains types de contenus donc créés dans ce cadre-là, c'est le fait de peut-être parfois réussir à capter du trafic, mais pas forcément à générer de la conversion. Bien, alors du coup, conclusion, eh bien, on peut avoir des problèmes sérieux de qualité avec les cocons sémantiques qui sont complètement incompatibles avec de bons résultats sur des thématiques email ou lorsqu'on souhaite avoir de bons résultats en content marketing, notamment tout ce qui est stratégie tofu. J'ai marqué bofu, je voulais mettre mofu, middle of the funnel. Il faudra que je corrige ça avant de publier la présentation. Pour ces cas, l'approche en Topic Cluster est plus efficiente, en sachant que là, je parle de quelque chose qui est un petit peu différent de ce que HubSpot définit dans son article, hein. Donc, les Topic Clusters de HubSpot, c'est quelque chose qui est orienté mots-clés, pas orienté question-réponse. Donc, il faut glisser de manière générale d'une approche traiter des groupements de mots-clés à créer un dossier qui traite un sujet. Ça, c'est essentiel pour ne pas avoir de problème de qualité. Donc, en faisant ça, on est plus proche du fonctionnement récent du moteur, c'est plus efficient, on ne crée que les contenus réellement utiles, ça permet d'optimiser les contenus sur des expressions clés, c'est toujours possible, mais au moins, on a plus de chances de créer des contenus de meilleure qualité. Or, en 2022, la qualité du contenu, c'est un élément clé pour avoir de bons résultats en SEO. Et donc, surtout, arrêtez de vous tirer une balle dans le pied en faisant du SEO comme il y a 10 ans. Donc, aujourd'hui, la qualité du contenu, c'est donc quelque chose qui doit être traité avec sérieux. Voilà, merci beaucoup. Je vais maintenant m'intéresser aux questions que vous avez posées déjà sur Zoom. Alors, on me demande, est-ce que le siloing est mort? Alors, je n'irai pas jusque-là. Déjà, en fait, il y a toujours depuis le départ dans cette approche plutôt cet aspect correctif que cet aspect réellement utile pour aller chercher du trafic supplémentaire. Là, on est vraiment sur la correction de problèmes inhérents à certaines structures de sites. Et est-ce que il y a un bon ROI du siloing? La réponse est non. Donc, du coup, ça n'a jamais été quelque chose qui était réellement efficace pour arriver à capter un trafic SEO. Donc, par exemple, est-ce que je continue à faire des recommandations de siloing à certains sites? Oui. Mais prenons un exemple. Si vous regardez un site comme Cdiscount, qui traite véritablement d'univers produits totalement différents, est-ce que ça vaut le coup de faire des siloing sur un site comme Cdiscount? La réponse est oui. Il y a un vrai problème à corriger. Dans beaucoup d'exemples que donne Bruce Clay, en fait, il demande de faire du siloing sur des sites marchands qui vendent des produits qui sont à peu près tous sur la même thématique. Là, je suis désolé, ce n'est pas très utile de faire du siloing sur un site qui ne vend que des articles de pêche. OK, il y a des cannes à pêche,
OK, il y a des hameçons, OK, il y a des appâts, OK, il y a des… Mais tout ça, c'est le même univers produit. Là, le siloing n'est pas forcément utile. Alors, un contenu peut-il répondre précisément à plusieurs mots-clés ou questions? Alors, oui, bien sûr. Bien sûr, donc ça fait partie des choses qui sont, dans la pratique, un petit peu compliquées à gérer. Donc, puisque suivant les cas, ça peut être une bonne chose de faire, un contenu qui répond à plusieurs questions. Là, c'est ce qu'on a vu avec les pages piliers. On peut avoir des situations dans lesquelles le contenu peut répondre à plusieurs questions. Et dans d'autres cas, c'est une mauvaise idée parce qu'en réalité, ça veut dire qu'on ne va pas avoir un contenu qui sera très, très centré sur une thématique précise et ça finit par être moins efficace. Donc là, il faut vraiment avoir, avec l'expérience, une bonne idée de la bonne granularité à adopter. Dans certains cas, on peut faire des articles qui répondent à plusieurs questions. Dans d'autres cas, c'est plus intéressant de décomposer la rubrique en plusieurs pages qui répondent chacune à une question particulière. Alors on me demande si je peux revenir avec un exemple sur le TSPR. Là, je vous invite surtout à regarder un site que je vais lancer dans quelques semaines, qui va s'appeler irrelevant.com. Donc c'est une blague avec IR, ça veut dire Information Retrieval en anglais, relevant.com. Donc c'est un site en anglais sur lequel je vais me remettre à publier justement des contenus sur les papiers scientifiques, etc. Donc, c'était quelque chose que je voulais faire depuis déjà un certain temps et qui donc était en partie fait, par exemple, par Bislavski, et paix à son âme, donc il n'est plus de ce monde, et donc ça fait une grosse perte pour la communauté, et c'est encore quelqu'un de moins pour arriver à parler donc de la manière dont les gens travaillent de manière plus scientifique sur les algorithmes de moteurs de recherche. Donc là, l'idée, c'est par exemple sur le TSPR, de vraiment commenter sur, depuis 2003, qu'est-ce qui a été construit comme algorithme à partir de ça, et réellement à quoi ça sert. Alors, sur des grosses thématiques, est-ce que les pages support peuvent devenir des pages piliers ou est-ce que les pages piliers peuvent contenir d'autres pages piliers? Oui, c'est tout à fait possible de concevoir les choses comme ça. En fait, il n'y a rien qui empêche de faire un rubricage éditorial de manière comment dire, imbriquée. Ça n'a aucun inconvénient. Le fait d'identifier des pages piliers, des pages supports, donc des rubriques, en fait, ça permet justement, au niveau local, de bien comprendre comment est-ce qu'on maille les articles d'un dossier entre elles. Pour le topic cluster, comment est-ce qu'on détermine la longueur de page idéale? Comment déterminer s'il faut découper en plusieurs pages ou tout mettre sur une même page? Alors ça, cette question de la longueur de page, ça revient tout le temps. Et la réponse est toujours « ça dépend ». Il n'y a pas de longueur de page idéale. La longueur de page idéale, c'est quand on a répondu de manière complète et suffisamment approfondie à la question. Donc il y a des cas dans lesquels la longueur de page idéale, c'est plusieurs feuillets A4, c'est-à-dire c'est une page de type Wikipédia, parce que tant qu'on n'a pas donné toutes ces informations, on n'a pas traité le sujet de manière assez détaillée pour avoir quelque chose qui démontre de l'expertise et qui va être une page qui fait autorité sur le sujet. Voilà. Dans certains cas, la longueur, c'est un paragraphe. Parce que parfois, la question, c'est quoi la définition de? Et parfois, la réponse, c'est un paragraphe. Donc, c'est le fait de savoir bien répondre à la question qui permet d'identifier c'est quoi la longueur de page idéale. Alors, topical cluster ou topic cluster, hein, vous avez le droit de mélanger les deux termes, parce que tout le monde le fait. En fait, les SEO américains utilisent soit l'un, soit l'autre. Topical cluster, c'est un petit peu plus, comment dire, scientifique. Site e-commerce, dans quel cas faire de la page pilar la page catégorie, et dans quel cas faire une page pilar informative blog qui renvoie vers la catégorie directement des produits? Alors là, on est en train de parler de concepts sur des pages plutôt éditoriales, hein. Ce qui est clair, c'est que dans la réflexion,
l'utilité de la page doit être prise en compte, et notamment le fait que la page répond à un besoin. Donc le côté needs met. Donc, deux choses à ne pas faire: mélanger du contenu éditorial et du contenu commercial sur une page. Si l'intention de recherche, c'est d'acheter un produit, vous n'avez pas besoin de tartines de contenus éditoriaux sur ces pages-là. Si l'intention, c'est d'avoir de l'information sur un produit, c'est l'inverse. Là, vous avez intérêt à avoir une réponse sous forme éditoriale. Ensuite, comment est-ce qu'on maille un contenu éditorial avec un contenu de type catalogue? Ça, c'est un autre sujet qu'on avait déjà abordé une autre occasion dans un webinaire. Donc la prochaine fois qu'on fera un sujet sur le site e-commerce, promis, on va travailler sur comment intégrer les contenus éditoriaux dans un site e-commerce, mais il faut quasiment un webinaire complet pour traiter ça. Alors, aucune référence au sourcing des infos email. Est-ce important de citer ces sources avec des entités nommées? Alors, le sourcing, c'est une bonne pratique. C'est ni nécessaire ni suffisant, pour information. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas mentionné dans les critères de qualité. Mais c'est une bonne pratique. Ça permet quand même de s'assurer qu'il y a bien eu une recherche qui a été faite pour identifier les bonnes infos à donner dans un contexte donné. Donc, si vous voulez avoir des articles de qualité qui font expert, demandez à vos rédacteurs web de sourcer leurs informations. Et c'est comme ça qu'on arrive à, c'est comme ça que je fais moi, et c'est comme ça qu'on arrive à avoir des contenus où les informations sont vérifiées et où on peut arriver à identifier qu'il y a un problème de sourcing dans la façon dont les rédacteurs ont été chercher leurs informations. Alors, on me demande comment est-ce qu'on gère les méga menus lorsqu'on met en place un topical cluster dans des sites abordant XX thématiques. Alors, bon, donc comme je l'ai expliqué il y a quelques minutes, il n'y a pas besoin de siloiser, il n'y a pas besoin de traiter les méga menus lorsque on a un site qui parle d'une thématique, d'un seul univers. D'accord. C'est souvent le cas. Et donc, c'est un sujet qui n'est pas forcément très, très pertinent. Donc, voilà. Donc là, le problème des méga menus est plus pour les PageRank dans ces cas-là. C'est-à-dire le fait que, comme Google s'appuie sur le maillage interne pour arriver à identifier les pages importantes et les pages moins importantes d'un site, eh bien, si vous mettez un gros méga menu qui permet de relier toutes les pages entre elles, eh bien, à la fin, toutes les pages ont le même PageRank interne et donc ont la même importance aux yeux de Google, et ce n'est pas forcément ce que vous voulez. Donc, ça veut dire que dans un cas comme ça, c'est un sujet sur lequel je ne traiterai pas l'aspect lexical, mais plus l'aspect PageRank par rapport au méga menu. Et donc là, oui, il y a des astuces techniques qui permettent de laisser le méga menu accessible aux utilisateurs et empêcher Google de voir des parties entières du méga menu. C'est comme ça qu'on fait. Et c'est un avantage en plus assez sympa, c'est que ça améliore les perfs. Est-ce que toutes les couches de l'algo sont toujours utilisées pour chaque requête, ou bien Google va effacer selon, sans exemple le volume de recherche? Donc, en fait, l'algo multicouche travaille à chaque fois. Donc, et en fait, du coup, il y a un seul algorithme de classement. Hein. Donc, c'est les fonctions d'évaluation qui contiennent des scores multiples avec des coefficients différents à chaque fois. Et donc, quand on regarde les pages de résultats, eh bien, on voit dans certains cas que certains résultats sont sélectionnés par une couche de l'algo, parfois par une autre, et la fréquence d'apparition de ces pages dépend de la requête. Donc voilà, donc toutes les couches de l'algo sont toujours utilisées pour chaque requête, c'est ça la réponse. Alors, comment faire le lien entre un cluster thématique et un parcours client sur un site? Alors ça, c'est une très très bonne question. C'est pas toujours évident.
Donc, on parlait tout à l'heure de l'aspect marketing tofu. Donc là, on part d'une visite qui a été faite pour un motif, une intention de rechercher une information. Et ensuite, on veut entraîner le client vers le remplissage d'un formulaire ou un achat produit. Donc, il faut des call to action. Donc là, ça veut dire que justement, ça oblige à optimiser son cluster thématique pour en faire quelque chose d'optimisé sur un questionnement d'une typologie client particulière. Donc, c'est comme ça qu'on fait. Et ça oblige à avoir des pages qui sont des pages optimisées d'un point de vue UX, comme elles sont optimisées par ailleurs d'un point de vue éditorial. Alors ensuite, on fait une remarque. De gros sites comme Zalando ne font pas de contenu éditoriaux dédié, mais sont premiers sur de grosses requêtes. Oui, alors ça, c'est un point intéressant, hein. On parlait tout à l'heure du côté Nismet. Zalando répond à des requêtes dont l'intention, c'est d'acheter des produits. Et ce sont des pages du catalogue qui sont les mieux placées pour répondre à ce produit. Voilà, c'est effectivement un point intéressant. C'est aussi quelque chose qui parfois m'étonne, hein, c'est-à-dire que j'entends des gens autour de moi qui me disent on va faire un cocon sémantique pour améliorer la captation de trafic d'un site. Et là, je leur dis, mais attendez, mais en fait, ce que vous voulez, c'est faire des ventes sur un site marchand. Est-ce que vous êtes sûr qu'il n'y a pas une manière plus rapide d'avoir une meilleure captation de trafic que de faire un cocon sémantique? Donc, non, le cocon sémantique n'est pas adapté à tous les cas d'utilisation. C'est aussi un point à retenir. Alors, je vais aller jeter un œil pour voir s'il y a des questions du côté de LinkedIn. Là, on demande si on pourra voir les slides du webinaire. Oui, vous aurez le lien. Vous allez recevoir de toute façon un message avec le lien vers le slide share, etc. Quelles sont les sources d'infos utilisées pour cette présentation? Si tu peux avoir des questions plus précises, parce qu'il y a plein de sources d'infos utilisées pour cette présentation. Donc, OK. Voilà, je pense qu'on a fait le tour des questions que vous avez posées. Merci beaucoup pour votre attention. Et puis, je vous donne rendez-vous pour notre prochain événement, qui n'est pas un petit événement, qui va être SearchWhy, à Verso-Victoire, le 1er juillet 2022. À bientôt tout le monde.